Bienvenue dans le débat consacré au sommet européen à Bruxelles. Pendant 2 jours, une réunion cruciale pour Volodymyr Zelensky, puisque des négociations portent sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et sur l'approbation d'une aide européenne de 50 milliards d'euros à Kiev. Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants européens à ne pas abandonner l'Ukraine et à retrouver leur unité dans un discours en vidéoconférence devant les 27 réunis. Depuis plusieurs jours, le président ukrainien a fait le tour de ses alliés à Washington, à Oslo. Zelensky est allé jusqu'en Argentine pour voir Viktor Orban, présent justement à l'investiture de Javier Milei, le président argentin. Le Premier ministre hongrois est celui qui bloque les négociations vers l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais aussi l'aide financière et militaire de 50 milliards d'euros à Kiev. Orban qui avait réaffirmé dès son arrivée au Conseil que l'Union européenne n'était pas en position de lancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. On apprend à l'instant, néanmoins, que l'Union européenne décide finalement de cette ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Dans le même temps, il faut rappeler que Vladimir Poutine s'est adressé aux Russes aujourd'hui. Il a tenu sa conférence de presse annuelle et il a répété que la Russie poursuivrait sa guerre en Ukraine jusqu'à dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Alors on va revenir sur les enjeux que ce Conseil européen et en particulier les enjeux qui concernent l'Ukraine. Que peut-on dire de cette partie de bras de fer avec Viktor Orban? Le Premier ministre hongrois cédera-t-il sur tout? On va revenir sur le discours de Vladimir Poutine. Le président russe profite-t-il des divisions de l'Europe? Et plus largement, où en est cette Europe face aux questions de l'élargissement, mais aussi sur la question au Proche-Orient? J'ai le plaisir d'avoir à mes côté Caroline de Camaret. Bonsoir Caroline, chef du service Europe de France 24. En face de vous, Jacques Rupnik, bonsoir, historien et directeur de recherche émérite à Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale. Bienvenue à vous. Jean-Luc Bourlange est avec nous ce soir. Bonsoir. Merci d'être là, député MoDem, président de la Commission des Affaires étrangères. Bienvenue dans le débat, Jean-Louis Bourlange. Patrick Martin-Génier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Je vous propose, avant justement de regarder les toutes dernières actualités qui concernent ce sommet et d'en débattre, de faire un point en images avec Gaël Jordana, un sujet donc qui n'a pas les toutes dernières infos, mais on y reviendra ensuite. Au sujet de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, les dirigeants des 27 marchent dans la même direction. Tous, sauf un, Viktor Orban met son veto à tout processus de négociation. Le Premier ministre hongrois le martèle devant son Parlement. La position du gouvernement est que l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne aura des conséquences imprévisibles. Cette accession par voie rapide de l'Ukraine ne sert ni les intérêts de la Hongrie, ni ceux de l'Union européenne. Pour Viktor Orban, notoirement proche du pouvoir russe, l'Ukraine n'est pas prête pour entrer dans l'Union. Il pointe notamment des problèmes de corruption inadmissibles pour le président ukrainien. Viktor Orban n'a aucune raison de bloquer l'adhésion ukrainienne à l'Union européenne. Je lui ai demandé de me donner une raison valable, pas 3, 5 ou 10, qu'il me donne seulement une raison valable. J'attends toujours sa réponse. Budapest refuse également une nouvelle aide européenne de 50 milliards d'euros à Kiev pour soutenir ses efforts de guerre. Et cela crispe ses partenaires. Je ne peux pas accepter ce comportement, cette apathie, cette fatigue par rapport à l'Ukraine. C'est inacceptable car en réalité, nous ne parlons pas seulement de l'Ukraine, de la guerre et de l'agression russe. Nous parlons de notre futur, sans aucun doute. Derrière ce veto se cache aussi un bras de fer entre la Hongrie et l'Union. Viktor Orban exige que Bruxelles débloque tous les fonds européens lui revenant. Des fonds gelés en raison de manquements à l'état de droit. Hasard du calendrier, 10 milliards d'euros viennent tout juste d'être débloqués au profit de Budapest. Voilà, sujet donc en images pour cadrer un peu le débat. Caroline de Camaret, les toutes dernières informations, donc, c'est que finalement, il y a une ouverture des négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça, on vient de l'apprendre. Volodymyr Zelensky a l'air très heureux, ainsi d'ailleurs que la Moldavie. Voilà. Alors, d'abord, Viktor Orban, c'était le monsieur triple non pour ce sommet. Alors,
Pas d'armes pour l'Ukraine, pas d'argent pour l'Ukraine et pas d'Union européenne pour l'Ukraine. Alors, premier verrou qui a sauté, il y aura bien ouverture des négociations d'adhésion. Il y a en ce moment même ouverture des négociations d'adhésion pour l'Ukraine et pour la Moldavie parce que Viktor Orban s'est abstenu. De toute façon, il pouvait mettre son veto. C'est quelque chose qui se fait par justement majorité absolue, enfin plus exactement se fait à l'unanimité. Donc, il pouvait mettre son veto. Il reste quand même d'autres dossiers. Donc, il reste notamment le dossier des 50 milliards qu'on veut verser à l'Ukraine. Et là, il a encore évidemment des cartouches, Viktor Orban. Et en particulier, il peut s'y opposer. Mais c'est vrai que l'Union européenne a lâché du lest, a lâché notamment hier 10 milliards d'euros il y en avait 30 qui étaient gelés, 10 milliards d'euros en direction de Viktor Orban parce qu'il dérivait en matière d'état de droit et on avait gelé cet argent et on considère qu'il a fait des efforts, notamment en matière de justice. Alors il y a eu évidemment... on va y revenir, mais effectivement il y a eu un déblocage. Mais en tout cas il y a un déblocage et donc là il pourrait effectivement dire bon alors je ne suis pas pour qu'on verse des subventions à l'Ukraine mais je suis pour qu'on verse la partie prêt. C'est 33 milliards d'euros sur les 50 milliards. Et donc ça pourrait être pour lui aussi une façon de faire progresser le dossier de l'argent. Voilà. Et puis lui-même ne va pas livrer des armes à l'Ukraine, mais il laisse les autres le droit de le livrer. Voilà pour les 3 noms qui pourraient se transformer en oui. En tout cas, qui sont en plein état de négociation. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Louis Bourlange, votre analyse quand même, cette espèce de partie de bras de fer avec Viktor Orban, à quoi joue-t-il d'abord Viktor Orban ? D'abord, je trouve absurde qu'il y ait une partie de bras de fer avec Viktor Orban. Orban représente un pays très intéressant, de 9 millions d'habitants. L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. La plupart des pays sont décidés à aider l'Ukraine. Le problème de l'adhésion, de l'ouverture des négociations d'adhésion, ça appelle l'unanimité. Bon, très bien, mais ce n'est pas du tout la priorité importante. On a déjà posé le principe, il y a de longs mois, de l'adhésion potentielle de l'Ukraine et de la Moldavie. Ensuite, on n'a pas vraiment élaboré un vrai scénario de mise en œuvre de cette négociation qui soit réaliste compte tenu de l'ampleur des problèmes posés, compte tenu aussi du fait que l'Ukraine et la Moldavie ne sont pas les seuls candidats. Il y a les Balkans. Enfin, tout ça est un ensemble. Et donc, mais c'est un signal politique, c'est ça ? Oui, mais on n'en est pas. Le signal politique, ça a été, et c'est un signal politique très positif, ça a été de dire que l'Ukraine avait vocation à rentrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'aider l'Ukraine à ne pas mourir. C'est donc ça l'essentiel. Et là, on fait beaucoup de cinéma, comme toujours. L'Union européenne, quand elle n'a pas grand-chose à moudre, elle fait beaucoup de cinéma. On fait les 50 milliards, c'est vrai que c'est pas c'est quand même mais le vrai problème, c'est de savoir si nous sommes... je ne sais pas si on mesure la détresse actuelle de la société ukrainienne. Ces jeunes qui se font tuer partout, qui ne peuvent pas continuer leurs études, ces villes qui sont bombardées en permanence, une lutte sans cesse. Nous avons un devoir d'assistance massif à l'égard de l'Ukraine et j'attends, de ce point de vue-là, j'attends la suite. J'espère, mais je crains qu'Orban n'ait fait cette concession en disant, voyez, en fait, je ne suis pas du tout un mauvais chien, je vous fais des concessions et qu'au moment où on arrivera aux choses sérieuses, et notamment aux choses qui importent pour Poutine, c'est-à-dire le renforcement de la capacité militaire de l'Ukraine, il soit beaucoup moins disponible. C'est ça ma crainte. Jacques Rupnik, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc Bourlange ? D'abord, Orban, c'est un proche de Poutine, encore ou pas ? Oui, enfin en tout cas, il a montré une très grande indulgence envers l'agression russe d'un pays voisin de la Hongrie. Et donc, de ce point de vue, oui, il a répété pendant sa campagne électorale, cette guerre, c'est pas notre guerre, on n'a pas à s'en mêler. Il joue véritablement à la fois sur la peur qu'il y a et sur un sentiment de lâcheté. Donc il a fait sa campagne là-dessus, il ne cède pas. Il pense aussi, alors ça c'est son raisonnement, que la Russie ne menace pas. Il le dit, la Russie ne nous menace pas. Regardez, il n'arrive même pas à conquérir le Donbass. Donc c'est pas vraiment une menace pour nous. Mais surtout, il a utilisé, je crois très habilement pendant ce sommet, cette carte ukrainienne pour obtenir ce qui était important pour lui, c'est-à-dire les 10 milliards qui étaient bloqués sur les 22, 10 milliards qui ont été débloqués
alors qu'il n'a pas fait de concession majeure sur l'état de droit en Hongrie. Alors ils disent qu'il y a eu une réforme qui a été menée depuis le mois de mai en il y a Hongrie des sur la réformes justice. en cours, mais c'est des réformes, il faudra voir comment elles sont mises en œuvre. Mais surtout, ce qui est formidable quand même de la part d'Orban, c'est qu'il y a un sommet européen. Il a réussi à devenir le personnage central du sommet. La Hongrie, tout tourne autour. Que pense Viktor Orban? Est-ce que Viktor Orban, autrefois, quand il y avait un sommet européen, on se demandait que pense l'Allemagne, que pense la France, que pense l'Allemagne, que pense un tel, etc. Là, c'est que pense Viktor Orban? Ah, il s'est abstenu. Quelle formidable Oui, mais nouvelle. ce sont les Européens qui se mettent dans cette situation, Patrick Martin-Génier. Non, Donc, mais moi, je suis assez scandalisé par ce qui se passe. Voilà, quoi. Il a instrumentalisé son peuple, il a instrumentalisé son Parlement pendant des mois. Il a rencontré Emmanuel Macron qui a tenté de le convaincre et il a toujours dit non. Ce matin, en arrivant, il disait non, c'est niette. Excusez-moi l'expression. Et puis, jusqu'au dernier moment, il a dit non. Et là, que fait-il? Non seulement il s'abstient, mais j'ai lu dans vos confrères du Guardian qu'il avait quitté la salle en disant que de toute façon, il ne souhaitait pas participer à une mauvaise décision. Donc ça, quand même, des voix très bien. Je suis absolument satisfait pour l'Ukraine. Mais on est en train de dire que l'état de droit a progressé en Hongrie. Mais de qui se fiche-t-on? Ah, donc ce n'est pas du tout le cas. Non, mais Caroline. attendez, je vais terminer sur ce point. Il a fait voter cette semaine par son Parlement la création d'un office de protection de la souveraineté pour empêcher les journalistes de s'exprimer et les médias étrangers pour venir s'exprimer en Hongrie. Il n'a fait aucun progrès en matière d'état de droit et l'Europe est en train de céder au chantage de ce monsieur. Donc c'est un chantage dont on parle, Caroline, au final. La spécialité de Viktor Orban, c'est vrai, c'est quand même en effet, essayer d'expliquer à l'Europe que pour la Cour constitutionnelle, il a changé les règles, etc. Mais en fait, de ne pas appliquer. C'est-à-dire de changer effectivement un peu les lois, un petit peu, et de ne pas appliquer. En fait, c'est vraiment la question de l'application et de la restauration de l'état de droit qui n'est pas en œuvre. D'ailleurs, le Parlement européen, les 4 grands groupes du Parlement européen, les socialistes, la droite, etc., se sont récriés, ont dit, écoutez, franchement, lâchez 10 milliards d'euros, en l'occurrence de fonds de cohésion, en l'état, avec les progrès qu'ont fait les Hongrois, c'est absurde et c'est finalement un marchandage dans lequel on entre l'état de droit et vous faites des efforts pour l'Ukraine. Et donc, effectivement, c'est les égoïsmes nationaux qui l'emportent et pas du tout d'idées européennes qui soient... Pas du tout la démocratie européenne telle qu'on l'entend, Jean-Luc Bourlange. Je veux dire une chose, je me rappelle, je suis allé en Hongrie au moment de l'élection de Viktor Orban. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est élu. Oui, alors j'ai vu son opposant. J'ai été 2 mois avant. L'opposant m'a dit, je fais actuellement jeu égal dans les sondages. Mais de toute manière, il est hors de question que je fasse quelque chose de significatif au moment de l'élection. Je n'ai aucun accès aux médias, aucun moyen de faire campagne, aucune source de financement, aucune possibilité d'affichage. Non, j'aime beaucoup les Hongrois, j'ai une grande admiration pour le peuple, les élites, la littérature hongroise, mais la Hongrie d'aujourd'hui n'est pas du tout une démocratie. Et effectivement, il est anormal qu'on dise on vous donne 10 milliards pour que vous nous laissiez prendre des décisions que vous n'approuvez pas. Et en même temps, Jean-Louis Bourlange, il ne souhaite pas quitter l'Europe. Il ne souhaite pas quitter l'Union européenne. Donc, il a redit aujourd'hui, Uxit n'est pas au programme. L'Uxit. Surtout pas. Si vous obtenez chaque année 3% de votre PNB en transfert européen, c'est-à-dire les fonds structurels, etc., toute la politique du gouvernement Orban ne peut fonctionner que grâce aux fonds européens. Donc ça, il est absolument... Le Brexit, ce n'est pas une option pour Viktor Orban. Mais ce qui est formidable dans cette affaire, c'est qu'il dit l'Ukraine ne remplit pas les conditions pour adhérer à l'Union européenne. Il dit quelle découverte, c'est un pays en guerre. D'abord, c'est un pays en guerre. La Hongrie n'est pas loin d'être corrompue. C'est un pays en guerre, donc bien entendu, il dit la palissade, elle n'est pas en état de rentrer. Mais que Orban donne des leçons de conditionnalité européenne, c'est tout à fait stupéfiant. Il y a quand même un commissaire hongrois qui est en charge au sein de la commission de l'élargissement, ce qui prouve qu'on est quand même, on marche sur la tête actuellement dans les institutions européennes. C'est ubuesque, donc Patrick Martin-Génier. Il y a de graves soupçons de
corruption qui pèse également sur la Hongrie, notamment sur le parti de Fidesz, dont effectivement c'est une des raisons pour lesquelles certains fonds n'ont pas été versés. Il y a l'état de droit, mais il y a aussi effectivement des soupçons de corruption dans tout le parti au niveau national et au niveau local. Donc lorsque M. Orban vient de donner effectivement des leçons de conditionnalité ou d'honnêteté, il est très mal placé pour le faire. Il a la marge de manœuvre pour le faire. Il a la marge de manœuvre, Problème. effectivement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle dynamique de ce Conseil européen, parce que Viktor Orban, il s'est senti renforcé par l'arrivée finalement au pouvoir, effectivement, d'un certain Robert Fico en Slovaquie, qui avait aussi émis beaucoup de doutes sur l'aide à l'Ukraine, en particulier l'aide militaire. Et puis, on l'entend plus. Et ben oui, mais là, en l'occurrence, il y a quand même nouvelle arrivant au Conseil européen aujourd'hui. On l'a vu, Donald Tusk, le Polonais, qui va exactement dans l'autre sens et qui a affirmé de façon alors très virulente son soutien retrouvé. Parce que pendant la campagne électorale, c'était plus du tout évident de la part du parti au pouvoir, le parti Droit et Justice, mais le soutien de ce démocrate qui est ancien président du Conseil, Donald Tusk, soutien retrouvé en direction de l'Ukraine. Et je pense que ça pèse aussi dans la balance. Ça pèse peut-être aussi dans le fait que M. Orban a quitté la salle et s'est abstenu, parce que vraiment, il peut être très cash, Donald Tusk, je l'ai rencontré plusieurs fois, il peut être très cash. Et là, en l'occurrence, il a vraiment affirmé depuis qu'il est en poste, c'est-à-dire depuis 2 jours qu'il a formé un gouvernement, à quel point il soutiendrait jusqu'au bout l'Ukraine. C'est vrai, Jean-Louis Bolange, qu'ils ont perdu leur grand allié polonais, là, oui, les Hongrois. absolument. Une anecdote, le lendemain de l'élection de la victoire de l'opposition à Varsovie, tous les journaux hongrois titraient « Victoire du PiS ». C'est-à-dire victoire de celui qui est victoire des vaincus. Il fait un peu du Trump, en fait, là, Viktor Orban. Évidemment, c'est le parti qui était arrivé en tête. Il pouvait jouer. Mais la coalition, la coalition de l'opposition était largement victorieuse. Ça compte, ça, Jacques Rupnik, vous qui connaissez bien la Pologne, que là, effectivement, Donald Tusk ait gagné. Entendu, ça faisait combien de temps sont-ils restés, le parti Droit et Justice 8 ans. 8 ans, donc 8 ans de pouvoir conservateur. Et le cas de la Pologne est très intéressant. Et aujourd'hui, c'est un pro-européen, donc, qui devient Premier ministre. Parce que maintenant va commencer une épreuve nouvelle, à savoir une tentative de démantèlement d'un régime illibéral. C'est-à-dire ce que pratique Viktor Orban, pendant 8 ans, c'était pratiqué, disons à peu près, en Pologne. Et là, le nouveau gouvernement doit s'atteler à cette tâche. Comment peut-on, au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui a dérivé vers un régime, disons, semi-autoritaire, comment peut-il rétablir les règles de l'état de droit? Et c'est pas facile, parce que si on veut respecter justement les règles de l'état de droit, comment changer, par exemple, la nomination des juges, comment changer la composition du Conseil constitutionnel, etc. Donc là, le cas polonais va être, disons, une sorte de modèle de ce qui pourrait un jour peut-être arriver en Hongrie. Mais je crois que ce qui motive surtout Tusk, c'est une lecture complètement différente de celle d'Orban des intentions de la Russie. Et pour lui, aujourd'hui, même avec l'abstention d'Orban, ce que l'on retiendra, c'est que l'Union européenne a donné donc ce feu vert, ouverture des négociations. C'est un geste symbolique, c'est un geste politique, et ça compte pour qui? Pour les Ukrainiens d'abord, pour Zelensky qui attendait ça. Imaginez que la décision, qu'il n'y ait pas eu de décision, qu'il y ait eu un veto, à ce moment-là, on aurait dit défaite pour Zelensky, l'Europe désunie, Poutine triomphe. Donc c'est un signe politique. Jean-Louis Bourlange, je sais que vous étiez... Oui, mais bien sûr que si on fait le scénario négatif, il aurait été, à mon avis, inadmissible d'avoir un signal négatif, alors même que l'Union européenne avait accepté le principe de l'adhésion. Mais ce que je voudrais, moi, c'est que les institutions européennes et les États européens mettent clairement, moi j'ai fait des propositions, dont j'ai parlé ici d'ailleurs, mais il y en a d'autres, mettre clairement au point un scénario dans lequel on envisage sérieusement dans le temps l'ensemble des problèmes d'élargissement, parce qu'il y a aussi ceux des Balkans. Ce qui me réjouit en plus de l'Ukraine, ce qui me réjouit profondément, c'est la Moldavie. Parce que vraiment, s'il y a un État qu'on doit aider sur le plan politique, parce que l'Ukraine, on doit l'aider sur le plan militaire, mais l'Ukraine se défend politiquement. Mais la Moldavie, dans une situation tellement difficile, avec une partie de son territoire qui est occupée également par les Russes, et le régime de la présidente est mis vraiment en cause par des manœuvres complexes des Russes, je crois que le fait d'avoir envoyé ce signal d'ouverture des négociations à la Moldavie, c'est certainement extrêmement positif. Patrick Martin-Genier, vous êtes d'accord avec ça? Alors, on n'a pas parlé de
la Géorgie, me Ouais, la semble-t-il. Oui, Géorgie. absolument. Tiens. La Géorgie aussi a vu... Patrick Martin-Génier, attends, Caroline. Non, mais parce que- Madame Non, mais- Géorgie n'est pas dans le Vous même- n'avez pas participé, allez-y, Patrick Martin-Génier. Non, effectivement, Donc, la Géorgie. le statut de pays candidat, donc officiellement à la Géorgie, on avait un peu procrastiné sur ce point parce qu'on considérait qu'elle ne remplissait pas encore tous les critères. Donc je suis d'accord avec le président. Donc là, il y a Hollande. l'Ukraine, la Ouais. Moldavie, la Oui, Géorgie. et puis, il me semble qu'également sur la Bosnie, il me semble qu'il y a des progrès qui sont faits sur la Bosnie également, pour lui donner effectivement, pour dire qu'on est d'accord pour commencer. Mais le problème, il y avait hier un sommet avec les Balkans, et effectivement, bon, on a réitéré tous ces principes. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, je me réjouis pour l'Ukraine, mais va commencer une étape très importante, la négociation de chapitre à chapitre. Sauf erreur de ma part, il y en a pas pour faire 35. Donc c'est pas demain que ça va commencer, c'est pas demain que ça va terminer. Viktor Orban lui-même reconnaissait que ça avait pris entre 10 et 15 ans pour son pays, les anciens pays d'Europe de l'Est. Donc fatalement que ça va prendre du temps. Pourquoi ? Parce que il y a toutes les étapes, toute la gouvernance, la capacité de l'économie à faire preuve à une économie de marché, la corruption. Et je sais que sur ce point, l'Ukraine a fait beaucoup d'efforts, mais le chemin est encore Donc très long à le diable est parcourir. dans les détails. Enfin, Oui. tout ça va prendre du Pas temps. tout à beaucoup fait plus sûr les que ça détails. prenne- C'est d'ailleurs Caroline. pour que ça ça prenne ce chemin-là, en fait. Ce que je pense, on va injecter massivement de l'argent en Oui. Ukraine à titre de reconstruction qui seront considérés comme des sortes de fonds de préadhésion. Oui. Et donc on va d'abord commencer, en fait, méthodologiquement, je pense, par empiriquement injecter de l'argent, reconstruire, rebâtir, qu'on fait déjà, etc. remarquez. Et avoir des programmes communs. Et puis les chapitres, effectivement, essayer de clôturer des chapitres l'un après l'autre sur un État en guerre, c'est très compliqué. Sauf peut-être sur des questions d'éducation ou des choses effectivement de moindre importance. Pour ça, il faut quand même la paix. Jacques Si on dit oui à l'Ukraine et à la Moldavie, on ne peut pas ignorer les Balkans, qui sont là, qui attendent depuis 20 ans. Première chose. Donc, ce n'est pas seulement ces 2 pays, c'est 10 pays. Donc ça veut dire une Europe à 35 Oui, directement. et deuxièmement, il faut repenser le processus d'élargissement. Ça vient d'être dit. C'est pas parce qu'on ouvre des négociations qu'on les a terminées. Il y a 35 chapitres. Différents Et on pays peut vont pas les avancer. ouvrir par chapitre Et donc comme ça. Voilà. Il faut faire autrement. Il y a un autre concept qui est maintenant, je crois, plus ou moins accepté par l'Union européenne, c'est-à-dire l'élargissement par étapes. C'est un processus. Et à chaque étape où un pays, par exemple, se réforme et remplit les conditions, il s'intègre plus politiquement à l'Union européenne et il a accès plus facilement aux fonds européens. Oui. Donc c'est un processus, ce n'est plus le tout ou rien comme dans les élargissements précédents. L'Ukraine a obligé les Européens à repenser l'élargissement. Oui. Et c'est Et- ça. Ça fait des et- propositions dans ce sens qui vont Sur les bourlanges. exactement dans le sens de ce que dit Jacques Rupnik à l'instant, qui vont même un peu plus loin. Je crois qu'il faut avoir des adhésions de principe pour être bien d'accord avec tous les États qui nous rejoignent, qui soient d'accord sur les principes fondamentaux, notamment sur le plan juridique de la construction de l'Europe. Ensuite, il faut faire des négociations bilatérales État par État pour les intégrer progressivement en fonction de leurs capacités et de nos moyens, et à la fin seulement, à mon avis, quand ils ont vraiment accompli leur mutation démocratique et leur combat contre la corruption, les intégrer pleinement à toutes les institutions européennes. Et je crois que c'est une ça, c'est quoi, approche 10 très ans différente. 10 ans, Parce qu'on ne peut pas non plus, Sur 10 on ans, peut à pas peu non près plus les Sur 10 laisser. ans, on peut pas. Si on attend, si on dit on va faire ça sur 20 ans, ça veut dire que les Balkans vont rester pendant 20 ans. Or, les Balkans aujourd'hui, ce sont des États qui sont menacés par les Russes, par les Turcs, par les Chinois. Nous ne pouvons pas les laisser Tout à fait. sans une action de Mais elle en est solidarité. capable, cette Europe. Elle peut être une Europe oui, à oui. 35. Je voudrais- Alors que, est-ce qu'elle va pouvoir justement être Oui. démocratique, avoir des principes, un État Oui. de droit à 35 Oui, bien sûr, c'est l'objectif, bien évidemment. Et il faut prendre le temps. Et il faut prendre le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que pour apporter une précision technique, Charles Michel, le président du Conseil européen, que l'on voit sur votre écran, avait dit « Nous avons besoin d'élargir jusqu'à 35 d'ici 2030 Et il faut nous donner les moyens, premièrement, institutionnels, pour que ça ne devienne pas une machine ingouvernable, et deuxièmement, des moyens financiers supplémentaires, sans quoi nous n'aurons pas les moyens Alors, de cet qui, les élargissement. moyens financiers C'est ça ne justement tombe ce pas qui est du ciel, négocié, c'est ça ce qui est Oui. négocié à ce sommet. C'est Voilà. précisément le budget à long terme de l'Union européenne, avec Ursula von der Leyen qui dit qu'il faut
faut effectivement l'augmenter. On est à 1% du PIB, il n'a pas bougé. On a des multi-crises, des multi-guerres sur le dos, etc. Et la volonté de verser 50 milliards à l'Ukraine. L'Union européenne, elle a à la fois conscience que l'élargissement est désormais nécessaire et c'est un grand bond en avant qu'elle a fait. En effet, depuis la guerre en Ukraine, il y a eu un changement quand même de perception. Mais augmenter le budget, Caroline, pardonnez-moi, mais ça veut dire aussi avoir une capacité d'endettement, ça veut dire tout ce que ne veulent pas les Allemands, par exemple. On va revenir quand même à des sujets qui sont très compliqués. Ils ne le veulent pas, mais ils l'ont déjà effectué. On l'a constaté dans le cadre de la pandémie, etc. Ça a déjà été. Il faut qu'on se réforme aussi. Et un des enjeux principaux aussi pour les 27 qui veulent passer à 35, c'est la question du veto. Vous l'avez bien senti lors de ce Conseil Donc ça veut européen. dire élargir le nombre de décisions qui puissent être prises à la majorité. Voilà. Réussir à trouver un moyen pour que le plus grand nombre de décisions possibles, y compris sur des questions financières, justement, très importantes, et des questions diplomatiques, soient prises à la majorité ou majorité qualifiée. Un mot et on va écouter Vladimir Poutine. Orban ou le futur J'ai eu Orban. un débat, nous avons eu un débat sur les questions européennes à l'Assemblée nationale et j'ai un peu polémiqué avec le Rassemblement national qui disait il faut maintenir l'unanimité pour maintenir la souveraineté de notre pays. Mais c'est entièrement faux. Parce que quand on maintient l'unanimité, ça veut dire qu'on donne à un pays comme la Hongrie la possibilité de bloquer la volonté de 450 millions d'autres et de bloquer la position française. Si nous étions à la majorité qualifiée, la France serait beaucoup mieux entendue. L'Allemagne serait beaucoup mieux entendue. La majorité qualifiée, c'est une manière, c'est pas une manière de casser le bras, de tordre le bras de chacun, c'est une manière d'empêcher les blocages. C'est ça qu'il faut faire. L'Europe, marche. Elle peut marcher s'il n'y a pas le droit reconnu au moins-disant à celui qui n'en veut pas de dire « j'arrête la machine ». Et c'est ça l'un des problèmes. C'est pour ça qu'il faut réformer les institutions. Et ça ne se fera pas. C'est très dur de réformer les institutions. Ça ne se fera pas en un jour. C'est pourquoi il faut commencer l'intégration avec notamment sur le plan des politiques, et nous préparer ces pays à être capables de vivre la démocratie européenne et préparer l'Union européenne à faire vraiment les réformes qui lui permettent de fonctionner à 35. C'est possible de fonctionner à 35, mais c'est pas possible avec le système actuel. On va écouter Vladimir Poutine. La paix ne sera possible qu'une fois que nous aurons atteint nos objectifs. Et ces objectifs restent les mêmes, la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Ce qui se passe à Gaza est bien entendu une catastrophe. Mais vous le voyez, tout le monde dans le monde le voit également. Regardez l'opération militaire spéciale que nous menons en Ukraine et ce qui se passe à Gaza. Et ressentez la différence. Il n'y a rien de tel en Ukraine. La comparaison, Jacques Rupnik, est un peu délicate. Il a réaffirmé en tout cas ses buts de guerre, dénazifier, démilitariser l'Ukraine, retrouver cette neutralité. Donc on retrouve le Vladimir Poutine d'il y a 2 ans et demi. Est-ce qu'il profite des dissensions, des bras de fer Orban, le reste de l'Europe, certainement qu'il est du Proche-Orient aussi, qui fait que les regards sont beaucoup moins tournés vers l'Ukraine? C'est pour lui, c'est une aubaine. Tous les regards se sont tournés vers le Moyen-Orient. L'Ukraine n'est plus au devant de l'actualité. Deuxièmement, il espérait des vraies divisions parmi les Européens. Orban, Fico, qu'il a cité dans son discours. Ce sont les deux qu'il a cités dans son discours. Wilders qui arrive au pouvoir, etc. Il se dit... C'est pour ça qu'il était important que ce sommet décide aujourd'hui, parce que peut-être ça aurait été plus difficile par la suite. Donc, bien entendu, tout ça, pense-t-il, joue en sa faveur. Je crois qu'il s'est... Et troisième élément, il regarde vers les États-Unis, où il voit que le Congrès coince sur l'aide à l'Ukraine et que, dans les sondages du moins, le candidat favori, maintenant, ça devient Donald Trump, dans 1 an. Et donc, il se dit, peut-être, si ces 3 conditions, Moyen-Orient à la priorité, les Européens divisés et l'Amérique n'est plus le soutien principal sur le plan militaire, il s'agit de tenir... et le vent va tourner en notre faveur. Les Européens, voyant ça, je pense, doivent comprendre l'enjeu et donner le soutien. Alors, soutien militaire,
soutien économique. Bon, soutien politique, ils l'ont donné ce soir en affichant la perspective européenne C'est celui de qui coûte l'Ukraine. le moins cher. Hein. C'est celui qui coûte le moins cher. Politique. Et le soutien le plus dur, c'est le soutien militaire. C'est demain. Et je voudrais que les Français et les Européens comprennent que c'est ça. On se bat à l'Assemblée sur des enjeux relativement mineurs, mais le vrai enjeu pour nous, pour nos démocraties, dans les 2 ans qui viennent ou les 3 ans qui viennent, c'est absolument la capacité de l'Ukraine à résister et à sauver nos démocraties. C'est un enjeu. Donald Tusk le disait tout à l'heure, dans l'extrait que vous avez cité, il a entièrement raison. Nous jouons notre peau, nous jouons nos valeurs, nous jouons notre avenir de démocratie. Si on ne le comprend pas, on est très mal parti. Nous sommes dans la même situation que les Européens en 1938. Nous sommes confrontés à une offensive dictatoriale, militariste, autoritaire, d'une extrême brutalité. Soit on reste les mains dans les poches et on fait rien, soit on se mobilise pleinement. C'est ça l'enjeu. Pour aller dans votre sens, Monsieur Bourlanges, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que quand vous parlez militaire, les Européens ont mis sur la table, on dit, on va produire 1 million de munitions d'ici un an. On est à 30%. On est à 30%, donc on ne tient pas nos promesses en matière militaire. Et surtout, effectivement, rappelons que le budget de 50 milliards qui est en jeu aujourd'hui à ce sommet et demain, puisque c'est un sommet sur 2 jours, c'est le budget à long terme pour 4 ans pour l'Ukraine, qui donc, si elle doit se passer d'un certain soutien américain, a besoin aussi de perspectives à long terme en matière militaire et qui soit budgétée, en effet, au moins par les Européens. Patrick Martin-Genier. Alors en plus, si les Américains finalement ne débloquent pas cette aide d'ici à la fin de la semaine, puisque le Congrès termine sa session, l'aide européenne est encore plus importante à Zelensky. Zelensky d'ailleurs qui va recevoir des armements d'Allemagne, me semble-t-il, aujourd'hui. Il serait temps qu'en effet les armements allemands arrivent, parce qu'on a la sensation que cette guerre ne bouge pas. C'est une guerre d'attrition. C'est terrible ce qui se passe sur le terrain. Les morts, j'étais il y a 15 jours à Verdun. J'étais frappé par la similitude entre ce qui s'est passé à Verdun et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en Ukraine. C'est terrible, tous ces morts. 315 000 en Russie, beaucoup de morts également du côté ukrainien. Donc il est nécessaire, il est urgent que ces armements arrivent. Vous l'avez dit, le président Bourlanges l'a dit, il y a un message politique, c'est le plus facile. Maintenant, il faut en effet qu'il y ait en effet cette aide financière. 50 milliards, donc, c'est dont et on l'aide parle. également à la reconstruction de l'Ukraine. Je crois qu'il faudra participer à la reconstruction. Et enfin, surtout les armements, les missiles à longue portée, les F-16 qui devraient arriver. Si on laisse la situation en l'état, c'est désespéré. Et Zelensky l'a dit, et son épouse aussi, en disant si vous nous abandonnez, c'est la mort pour nous. Donc il faut que les armements arrivent, des missiles de longue portée, des F-16. Il faut qu'il y ait une volonté que l'Occident, l'OTAN, les États-Unis montrent véritablement qu'ils veulent que l'Ukraine gagne cette guerre. Vous savez, Gérard Haro a écrit un livre sur les années 30 qu'il a appelé « Nous étions seuls ». Eh bien, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'avec ce qui se profile aux États-Unis, les Européens, nous sommes seuls. Et c'est nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, on n'était pas seuls. On était absolument soutenus par les Américains. Là, nous avons une responsabilité qui nous appartient à nous seuls, Européens, dans les 10 années qui viennent. Si on ne comprend pas ça, on est très mal parti. Enfin, Viktor Orban ne va pas forcément le comprendre, ça. Parce qu'en fait, là, il a dit oui pour le signal politique, comme disait Jean-Luc Bourlanges. Il ne va pas le comprendre, mais il peut bloquer. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il peut bloquer cette aide de 50 milliards. Il ne l'a pas fait parce qu'il a lui-même ses propres dividendes. C'est pas très glorieux, mais il considère que le bénéfice est quand même... Il peut encore bloquer les fonds. Pas tous en même temps. Tous les fonds. Il peut bloquer les fonds. Les 50 milliards. Son argument, évidemment, c'est un argument que d'autres entendent aussi, c'est que s'il y a 50 milliards pour l'Ukraine, quelles sont les conséquences pour le reste du budget? Il voudrait que ce soit en dehors du budget européen. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il voudrait que ce soit en dehors du budget européen. Ça veut dire que l'on trouve... Soit que c'est une forme bilatérale d'aide, il y a des pays européens qui sont très allants et qui veulent aider l'Ukraine, qu'ils le fassent à titre bilatéral et non pas l'Union européenne. Ce serait ça l'argument de Viktor Orban. Et surtout, ne touchez pas aux fonds européens, car nous et d'autres en sommes bénéficiaires. On pourrait les diminuer aussi. Oui, on pourrait les diminuer. Soit dit en passant, c'est un argument qu'on entend en Europe centrale aussi à propos de l'élargissement en Ukraine. Parce qu'une chose, c'est de dire votre avenir est dans l'Europe, mais quand on commence à parler des conséquences
de l'arrivée de l'Ukraine, qu'il s'agisse pour la politique agricole, pour les fonds structurels, ils comprennent que c'est le déplacement de l'Europe centrale vers l'Ukraine de ces fonds. Donc tout le monde n'a pas le même enthousiasme. Donner le feu vert rhétoriquement, c'est bien, mais quand on mesure les conséquences quand on voit justement les files de camions entre la Pologne et l'Ukraine, avec tous les problèmes de concurrence, on a eu un avant-goût de ce qui pouvait venir. La question, si je peux me permettre, c'est est-ce que, très bien, un compromis pour l'Ukraine, est-ce que c'est de la compromission pour la Hongrie? C'est ça aujourd'hui, parce que vous rappelez, les responsables au Parlement européen des 4 principaux partis politiques, socialistes, démocrates chrétiens, les Verts, Renaissance, ont écrit à la présidente pour lui dire de la Commission de ne pas céder, car l'état de droit ne s'est pas amélioré en Hongrie. Il va donc y avoir un débat politique qui me semble très important au Parlement européen, mais aussi dans la perspective des prochaines élections européennes, sur la nature de cette Europe que nous voulons. Est-ce que des gens comme Orban vont pouvoir fleurir maintenant dans l'Europe en méconnaissant l'état de droit, en atteignant l'indépendance des juges, l'indépendance de la presse et en harcelant la communauté LGBT? Il va continuer chez lui, c'est ça qui est... Mais justement, Caroline, est-ce que c'est pas un mauvais signal finalement que de laisser Orban récupérer les fameux 10 milliards alors qu'il n'a pas fait vraiment la réforme sur la justice? Mauvais signal pour l'Europe aussi. Oui, mais alors que le bon signal, c'est effectivement de faire un signal politique à l'égard de Zelensky, mais en même temps, l'Europe perd sur le plan démocratique. Oui, alors là, on regarde au niveau des chefs d'État, et c'est vrai que voilà, c'est très important, le niveau des chefs d'État, les sommets sont très décisionnaires, etc. Mais vous avez cité quand même un autre fait qui est très intéressant dans la perspective des élections européennes. Vous avez dit de 9 juin, c'est que les 4 principaux groupes, en effet, la droite du Parti populaire européen, les sociodémocrates, Renew, votre groupe, et également le groupe des Verts, disent qu'il faut barrer la route à Viktor Orban et beaucoup soutenir l'Ukraine. Mais aux deux extrêmes, eh bien, on n'entend pas la même musique concernant l'Ukraine et concernant, en effet, un soutien soit financier, un soutien vis-à-vis de l'élargissement, parce que là, par exemple, à la gauche la plus extrême, on dit attention, il y a en effet du dumping qui va s'organiser, pour des raisons très différentes d'ailleurs. Du côté de l'extrême droite, c'est parce que on n'a plus de souveraineté nationale avec une Ukraine dans l'Union européenne, eh bien ça ferait moins d'enjeux pour les États. Il n'y a pas de consensus sur cette question. Et en tout cas, il y a beaucoup d'ambiguïté vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, de ces deux extrêmes. Et évidemment, ça va jouer beaucoup dans la campagne des européennes, où ils sont attendus très haut, finalement, dans les derniers sondages. Vous avez tout à fait raison, nous ne sommes pas dans le consensus. Nous ne sommes pas dans le consensus. Aujourd'hui, nous avons vraiment une confrontation à l'intérieur même de l'Union européenne entre ceux qui veulent un régime vraiment démocratique, le respect de l'état de droit, et ceux qui, quoi qu'ils disent, lorgnent du côté des régimes autoritaires. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Quand on fréquente Orban et Poutine, on peut s'inquiéter de savoir l'idée qu'on a de la démocratie. Bon, et puis, deuxièmement, il y a ceux qui veulent s'entendre et ceux qui veulent ne pas s'entendre. Moi, j'entends beaucoup de gens à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui disent on doit agir tout seul. Bien non, le grand enjeu des élections, et c'est pas gagné, c'est évident, c'est de mettre ensemble des gens qui, 1, défendent nos valeurs démocratiques et l'état de droit, et qui, 2, estiment que dans le monde dangereux que nous connaissons, si nous ne fédérons pas, si nous n'unissons pas les forces européennes, nous disparaîtrons. C'est un des grands enjeux de l'Europe, et vous avez tout à fait raison, ça n'est pas du tout gagné. Moi, je suis un Européen convaincu, mais je ne suis pas un Européen satisfait. Je suis un Européen inquiet. Et inquiet, justement, Jacques Rupnik, parce que ça pourrait avoir une conséquence, là aussi, sur la guerre donc, en Ukraine l'année prochaine, que ces élections européennes, parce que cette guerre, elle peut continuer encore tout 2024. Absolument. Signe avec le cas Orban, ce serait finalement un problème relativement secondaire. Ce qui est préoccupant, comme vient de le dire Jean-Louis Bourlange, c'est que il y a une tendance au sein de l'Union européenne, c'est même pas un problème d'Europe centrale. Autrefois, on disait populisme d'Europe centrale, groupe de Visegrad qui bloque les décisions européennes. En tout cas. Ça, c'est surmonté. Maintenant, on a une Pologne qui, au contraire, revient au cœur du jeu européen, qui veut s'engager dans le soutien à l'Ukraine. Et on a, au contraire, en Italie, on a Meloni et son gouvernement. On a ce qui vient de se passer aux élections aux Pays-Bas. Je rappelle que les Pays-Bas avaient eu un référendum pour bien s'assurer qu'il n'y aurait pas d'élargissement à l'Ukraine. C'est pour dire l'ambiance. Mais là, ils n'ont pas bloqué, pour le coup. Non, ils n'ont pas bloqué parce que ce n'est pas encore M. Wilders qui est encore là. Ouais. Mais c'est pour dire qu'il y aura une nouvelle donne européenne et bien entendu, finalement, on aura des élections européennes
où, pour la première fois peut-être, l'enjeu de la politique étrangère et de sécurité européenne sera au cœur. Jusque-là, c'était souvent soit des questions institutionnelles, soit des questions de politique intérieure, oui, la plupart et beaucoup de questions de souveraineté là, tout de même, oui, ça revient... Oui, et là, on aura véritablement... Immigration, peut-être ? On aura la question immigration d'un côté, et les autres qui vont mettre en avant la priorité de la politique étrangère et de sécurité. Est-ce que l'Europe peut être un acteur au plan international? C'est ça l'enjeu des élections européennes. Un débat important, ce sera celui des finances. Vous parliez de l'extrême droite qui arrive au pouvoir un peu partout, soit dans le gouvernement, soit au Parlement. Et c'est sûr que quand on parle des pays frugaux du Nord, ce sont des gens qui ne seront pas nécessairement, les Allemands y compris d'ailleurs, pour une augmentation du plafond des ressources, l'endettement. Il y a des cultures différentes en Europe et ça, ce sera un débat très très important qui interviendra d'ailleurs au lendemain de l'élection au Parlement européen 2024. C'est la problématique de la sécurité, donc Jean-Luc Bourlange, qui Oui, je risque crois d'être vraiment au cœur de cette campagne. C'est un enjeu fondamental, mais les finances sont importantes. C'est ce qu'il faut comprendre. Avec l'augmentation des budgets militaires aussi. On peut dépenser beaucoup mieux. On peut dépenser beaucoup mieux. Et l'argent national, et ô combien, et l'argent européen, et se concentrer sur effectivement des priorités. Les priorités, c'est l'éducation, la conquête technologique, l'armement, la solidarité militaire, c'est tout ça. Et puis également l'aide que nous apportons à d'autres pays parce que nous sommes engagés dans un combat mondial pour la défense de ce qui est quand même quelque chose de très important, qui est ce que nous avons apporté de meilleur. On n'a pas fait que des choses bien, nous autres Européens. Le XXe siècle a été une horreur entre Hitler et Staline, mais on a aussi apporté des choses extrêmement positives, comme l'état de droit, comme le respect des personnes, comme le droit de la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la confiance dans la raison, la confiance dans l'éducation. Et ça se perd un peu ou pas, Jean-Luc Bourlange? Ça se défend pas tout seul. Oui. Ça se défend avec de l'argent, avec du cœur. Je cite toujours la phrase de Thucydide, qui est celle de commentaire. Il n'est pas de bonheur sans liberté, mais il n'est pas de liberté sans vaillance. L'Europe, l'élection européenne, ça doit d'abord être celle des vaillants qui veulent défendre leurs valeurs, leur influence, leurs intérêts et qui veulent le faire ensemble. Il faudrait qu'elle intéresse un peu les citoyens aussi, cette élection européenne. Voilà, mais les citoyens sont les premiers concernés par ça. C'est pas l'élection à laquelle effectivement on finalement participe le plus. Il y a un problème de participation effectivement très net parce que malgré ces enjeux, c'est Poutine, un problème Ukraine, de compréhension des enjeux, mais de l'Europe qui ne sait pas se vendre, qui ne sait pas finalement expliquer. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a produit pour les Européens en temps de crise. Alors le Covid, etc. On considère qu'elle a plutôt un très bon bilan. Et puis la guerre en Ukraine, 11 salves de sanctions votées par tous, etc. Et donc la résistance de l'Ukraine qui a été permise aussi par l'Europe. L'Europe, si elle avait été aux abonnés absents, on n'imagine pas que l'Ukraine aurait tenu avec la seule aide américaine. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est le bilan. Et puis, effectivement, pouvoir réenchanter pour les jeunes ce rêve européen avec des programmes qui leur parlent. Alors, vous mentionniez très bien le fait que la géopolitique allait être très importante, mais il faudra que la vie quotidienne, et notamment le pouvoir d'achat, et ces choses-là rentrent aussi dans la campagne des Européennes. Et que aussi on ait l'ambition d'accroître ce budget européen. On pinaille tous les 7 ans pour essayer de rester autour de 1% du PIB global, de la richesse globale de l'Union, ce qui est très très bas finalement pour avoir de grandes politiques. Ouais, c'est enjeux politiques, sécuritaires. Merci beaucoup Jacques Rupnik, Patrick Martin-Genier. Merci Jean-Luc Bourlange d'avoir été avec nous ce soir. Merci Caroline de Quémaret. Merci à vous tous de nous avoir su. Retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux en podcast. À demain.